Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission La Racaille du 21 novembre 2023, qui sera consacrée à nos presse-papiers uniquement sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Oui, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail sur atracaille@orange.fr. Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs, deux mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie. Écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur. Et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissants comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi pilote, routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonnes, qui penses, et n'avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbins sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femmes ordinaires, simples passants, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
c'était été 2014, Gaza, interprété par Michel Buller, une chanson qui date déjà d'il y a 9 ans et qui malheureusement est toujours aussi juste. Notre seule façon de quitter notre terre, c'est de monter au ciel. Dit un vieux Gazaoui réfugié derrière un mur lors d'un bombardement à Gaza. Et ainsi, jour après jour, heure après heure, depuis une éternité, lorsque le ciel déverse sur une population démunie de tout, des tonnes et encore des tonnes de bombes. Extermination sans remords d'un peuple qu'on veut oublier pour l'éternité, un peuple indigène de ce bout de terre du Moyen-Orient, par des colons européens qui s'y croient. C'est à eux ces arpentes collines où pousse et prospère l'olivier, l'oranger, le citronnier, ces fruits du soleil, alors qu'ils se ramènent les intrus de l'Est de l'Europe où ne poussent que des patates, pour un peu pourrir l'histoire coloniale. Ils sont là, ils squattent depuis bientôt 100 ans la petite Palestine. Ils ont tous les droits. Ils volent les terres, emprisonnent à tout va, hommes, femmes, enfants, sous tous les prétextes ou sans aucun prétexte, pas la peine de s'embarrasser de preuves de ceci ou de cela. Ils sont palestiniens de père en fils, depuis plusieurs millénaires, plus juifs que les importés qui s'y croient, alors que pour la plupart ce sont que des convertis. Lire Shlomo Sand, un éminent historien israélien, ou Yann Papé, ou Pierre Stamboul, ou toute une flopée d'érudits qui disent tout le contraire et avec des preuves irréfutables du récit des importés d'Europe pour justifier de leur droit à se poser sur cette terre de légende. Pas de peau, les autochtones font de la résistance. Ça fait des morts la résistance, ça fait encore plus de morts l'occupation. Une sorte de logique mortifère de la colonisation. Il y a des gens ordinaires de par le monde qui s'indignent à propos du sort funeste réservé par le colon ou colonisé, qui manifestent encore et encore sans que les gouvernements de ces indignés ne se bougent le prose. Mieux, ils bidouillent allègrement les mots qui qualifient le drame en cours, qui critiquent le gouvernement facho-israélien pour les exactions qu'il commet, sans répondre, sans reprendre sa respiration. Badaboum, c'est antisémite, mon pote. Même punition, même motif, si tu te dis antisioniste. Ils sont venus, ils sont tous là, sur les chemins du grand soleil. Elle a crevé, la démocratie israélienne, si toutefois elle a jamais existé. Allez-y, allons-y, allez, allons-y, allons-y, disons-le, c'est un leurre cette idée de démocratie israélienne. Une colonie ne veut pas se revendiquer de la démocratie. Un pays, oui, mais jusqu'à quand ce vieil homme de Gaza va-t-il devoir rester à l'abri derrière son bout de mur, reste d'une maison bombardée? Combien de jours, combien de nuits? Plus de voix pour chanter, plus de voix pour murmurer, plus de voix, à peine l'écho d'un sanglot, comme un poème de Verlaine. Bon, beaucoup d'émotions, effectivement, quand on entend tous ces Gazaouis. Et moi, la dernière, ce que j'avais vu aussi, c'est tous ces travailleurs Gazaouis qui allaient travailler en Israël, qui avaient des permis, je crois que c'était 18 000, qui avaient des permis de travail, et qui, dès le lendemain du 7 octobre, ont vu leur permis résilié, ont été enfermés dans des camps comme des animaux, ont été gardés sans avoir accès, en étant torturés, en ayant des lanières autour des bras, un numéro, enfin, et leur témoignage est absolument effarant. On les a ramenés épuisés à la frontière en les laissant sans eau pour aller rejoindre leur famille sous les bombes, quoi.
Voilà, donc rien que la photo, moi, que j'ai vue m'avait complètement bouleversée, donc je comprends complètement toute ton émotion. Et moi, je vais continuer justement en revenant sur ce dont j'avais parlé la dernière fois, sur ce recours à la Cour pénale internationale, la CPI. Sur le média, il y a une interview de maître Gilles Devers, qui est un avocat au barreau de Lyon et qui justement a porté cette plainte collective contre Israël pour crime de guerre, donc devant la CPI, CPI qui a été créée en 2002. Et là, ce sont 500 avocats nationaux et internationaux donc, qui ont déposé une plainte le 9 novembre au siège de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Et la CPI, justement, est largement compétente pour débattre sur le sujet. C'est une procédure de 1 an auquel avaient participé déjà 80 juristes et qui a rendu comme décision de la Cour en février 2021 que la Cour était compétente pour débattre de ce qui concernait Israël et la Palestine. Car en fait, pour la Cour pénale, la Palestine est reconnue comme un État. Donc Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, c'est comme un État souverain. Donc c'est le seul endroit peut-être au monde où la Palestine a vraiment cette reconnaissance. Donc il revient sur le terme de génocide, car il affirme lui aussi effectivement qu'on est face à un génocide et que toutes les conditions sont réunies, car les faits correspondent à une base légale. Il parle très doucement, il replace systématiquement son discours dans son métier d'avocat, d'observer des faits, de comparer par rapport à ce qui est la loi, quoi. Et donc, on a des faits, effectivement, qui sont assimilés à des crimes de guerre, comme un largage de bombes au phosphore qui brûle la population. On a des crimes contre l'humanité quand on voit des scènes d'humiliation de prisonniers palestiniens qui sont nus dans des cars sur lesquels se défoulent des militaires israéliens qui ont l'air de s'amuser. Donc là, on est clairement dans un crime contre l'humanité. Et il y a qui font référence, effectivement, il y a des articles. L'article 8 définit les crimes de guerre, l'article 7 définit les crimes contre l'humanité et l'article 6, qui est au-dessus de tout, définit le génocide. Et donc, dans l'incrimination pour génocide, justement, là, on va se référer à la deuxième définition, qui est l'action déterminée pour détruire une société, un lien social, un groupe social. C'est basé sur une jurisprudence qui s'est fixée justement à la suite de plusieurs jugements au tribunal pénal, par exemple pour l'ex-Yougoslavie, pour les Rohingyas. Et ce qui avait été retenu à ce moment-là, c'était la privation d'eau, d'électricité, l'organisation de la famine, les difficultés d'accès aux soins, les destructions de maisons, des transferts forcés de population, ce qui correspond tout à fait à ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et cette armée d'avocats, alors justement, ils se disent armée des avocats parce qu'il faut lutter contre, justement, il faut une force là pour lutter, rajoute aussi donc des bombardements massifs qui font 97 à 98% de victimes civiles. Donc là, on est dans ce qu'il appelle des éléments matériels. Le deuxième volet, c'est l'élément intentionnel, c'est-à-dire que l'idée est justement de vouloir la destruction de ce groupe. Et comme par exemple ce ministre de la Défense qui va traiter les Palestiniens d'animaux et qui ont toutes ces tentatives pour écœurer les Palestiniens comme une guerre tous les 4 ans, comme le cite Michel Buller, sa chanson est de 2014, mais effectivement tous les 4 ans il y a des bombardements massifs à Gaza. Et donc ces avocats vont faire démarrer leur plainte en fait en 1917. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils précisent qu'on n'est pas dans cet après-génocide, dans ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc on n'est plus du tout dans la réparation de la Shoah. On est en 1917 quand les puissances occidentales veulent créer un État juif en Palestine. Effectivement, c'est une porte d'entrée vers ce Moyen-Orient et le pétrole. Donc la majorité arabe, la majorité arabe et la négation du droit à l'autodétermination. Il y a une charte de l'ONU et la condition de la paix pour l'ONU, c'est la coexistence des peuples. Et on verra que justement on en est loin. Et alors là, ce qui m'intéressait dans son discours, c'est qu'il fait référence à la Cour de justice en 2004 qui précise qu'Israël n'a pas le droit à la légitime défense vis-à-vis du peuple palestinien, car on est dans un territoire occupé.
Et selon la Convention de la Haye, Israël étant un colonisateur face à des colonisés, il doit la protection de la population civile. Donc, ils doivent leur fournir de l'eau, de l'électricité, de quoi manger. Mais pas des bombes. Et justement, là, on voit bien qu'il y a eu ce blocus illégal imposé au moins depuis 2006, depuis l'élection démocratique quand même, où le Hamas a remporté les élections. Il y a une illégalité aussi du mur. Et Israël, normalement, devrait le détruire. Donc ça c'était acté juridiquement. Depuis, effectivement, les puissances occidentales ont fait comme si rien de tout ça n'existait. Mais là, on est vraiment dans des faits. Donc, ce qu'on espère, c'est que cette plainte va pouvoir aboutir à une condamnation. Tout à fait. Mais tu le mets dans le... Oui, non, il est très bien, cet avocat-là. J'ai pris la moitié de son discours à peu près, et vraiment, il est posé. C'est un homme de loi qui connaît son métier et qui parle pas comme ça de n'importe quoi. Voilà. C'est tout le contraire d'un politique. De ces journalistes sur les plateaux télé qui disent qu'ils connaissent rien à rien, quoi. Et je voulais faire référence aussi à une autre vidéo que j'ai regardée, c'est le canard réfractaire. Alors, le canard réfractaire, c'est un jeune blogueur qui a Guingamp et qui s'informe beaucoup et qui fait des petits posts comme ça sur, là en ce moment, ce qui se passe notamment en Palestine. Et lui va revenir sur la situation en Israël. Et là aussi, c'est important parce qu'en fait, ce qu'il précise, c'est que malgré ce qu'on entend aux informations, en fait, la nation israélienne n'est pas du tout derrière Netanyahou, quoi. La guerre a généré beaucoup de fractures, qu'Israël est un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE, que c'est un État qui a été privatisé depuis longtemps, et qu'en fait, c'est 18 familles qui contrôlent la moitié du PIB, et qu'en fait, il y a très peu de redistribution pour la population, avec des aides au logement qui sont gelées, comme les retraites, il n'y a pas d'aide pour les enfants, il n'y a pas d'allocation pour les personnes âgées, et que le système éducatif favorise les classes supérieures. Donc sur 10 millions d'Israéliens, en fait, il y en a 2 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté, et qui travaillent parfois en intérim, donc ça peut être 2 heures par semaine, si on n'a pas besoin d'eux plus, quoi. Et donc il y a peu de droits du travail, et il y a un monopole des industriels qui contrôlent le marché, donc par exemple dans les supermarchés, qui ont fait augmenter les prix, qui ont fait augmenter leurs marges, et donc derrière leur profit. Donc on a une société en fait qui s'appauvrit. Il y a aussi une énorme spéculation immobilière. Par exemple, Tel Aviv est une des villes les plus chères du monde. Et quand il y avait des quartiers ouvriers, ils sont rachetés par des milliardaires. Et il cite l'exemple d'un quartier qui était vraiment très pauvre, en fait, qui a été abandonné donc par la ville. Donc on n'a jamais fait de route, on vient pas chercher les poubelles. Donc maintenant c'est un tas de ruines. Et en fait, pour obliger les gens à quitter ces quartiers-là, de façon à ce que des promoteurs puissent les racheter. Et si jamais les gens ne partent pas tout seuls, les promoteurs payent même la police qui vient chercher les gens pour les enlever pour les déloger, quoi. Manu militari. C'est beau la démocratie. Ah oui, non mais c'est pour ça. C'est important, justement, j'ai trouvé ce poste très très intéressant, quoi. Et il y a 18% des Israéliens, en fait, seulement qui accordent du crédit à Netanyahou, donc c'est vraiment une minorité. Et par exemple, là, ce qui reproche depuis le 7 octobre, c'est qu'on a largué des bombes en permanence sur Gaza, mais qu'en fait, on n'a pas du tout passé son temps à négocier, que la priorité numéro 1 aurait été la négociation des otages. Les familles, elles se sont regroupées, enfin, pour demander cette négociation. Ils réclamaient pas du tout de bombarder Gaza, ils voulaient simplement récupérer les membres de leur famille détenus par le Hamas. Donc en fait, Netanyahou est à la tête d'Israël depuis 1996, donc depuis 25 ans, en fait, il dirige, et c'est une dégradation permanente. Et il y a également, et ça c'est important aussi, une dégradation vis-à-vis de la bourgeoisie, c'est-à-dire que cette guerre, elle impacte l'économie du pays, elle coûte 260 milliards d'euros, c'est par millions d'euros, ouais, c'est millions je pense, 260 millions de dollars de pertes par jour, et que par exemple les réservistes qui sont appelés à aller au front, bah, du coup ne peuvent plus aller travailler, donc toutes les chaînes de production sont perturbées, la consommation extérieure a aussi baissé de 12%, le tourisme là forcément s'effondre, les hôtels quand ils sont remplis c'est par des gens qui habitent les zones limitrophes des bombardements qui se réfugient dans les hôtels, donc l'économie israélienne était aussi dépendante des travailleurs palestiniens. Là, donc, ces travailleurs ne peuvent plus travailler puisqu'ils les ont renvoyés chez eux.
Et que en fait Israël maintenant va faire venir des travailleurs du Sri Lanka, de l'Inde et du Vietnam. Elle a déjà conclu des accords avec le Sri Lanka, qui est un État quand même aussi peu démocratique, hein, on va dire, un État corrompu. Et donc voilà, et elle finance tout ça en fait par une dette. Donc des agences de notation baissent la note de l'État israélien, leur monnaie s'écroule. Donc on a une crise économique qui touche aussi la bourgeoisie. Donc il y a une opposition de la bourgeoisie à Netanyahou, et il y a même certains patrons même qui ont demandé par exemple la démission de ce Premier ministre, justement, parce que ça ne dessert plus du tout leurs intérêts. Ça, bien sûr, dans nos télés occidentales, on ne parle pas du tout de cette situation à l'intérieur du pays. Donc en fait, Netanyahou, on le sait pour l'instant, veut faire perdurer la guerre parce que c'est le seul moyen pour lui de se maintenir au pouvoir, parce qu'il sait qu'il risque la prison si jamais il est plus Premier ministre. Donc voilà où on en est, quoi. Oui, s'il risque la prison, s'il est plus Premier ministre, et s'il y a toujours eu la Cour suprême. Voilà. Il veut virer justement pour pas leur prison. Oui, parce qu'effectivement, c'est ça que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y avait quand même des manifestations contre la modification de la Cour suprême qui duraient depuis 1 an et qui se sont arrêtées depuis le 7 octobre. Et qu'il y a quand même des lois, du coup, qui ont réussi à valider ce qu'ils voulaient faire passer. Oui, vous voyez, c'est... Non, j'ai écouté avec ma camarade cet avocat lyonnais. Je dois dire que c'est vraiment une lumière crue sur si vous voulez, les lois en vigueur concernant la guerre, concernant l'occupation coloniale, etc., qui mettent vraiment les choses au point. On ne peut pas en discuter, parce que d'abord on n'est pas juriste, on n'a pas cette qualité, mais que tous les oiseaux qui inondent les ondes télévisuelles, radiophoniques ou les journaux papier feraient bien de compulser un petit peu l'histoire de la colonisation de ce petit bout de terre arabe avant de comment dirais-je, de répandre des conneries, mais alors grosses comme sur les ondes. Il n'y a aucun. Vous ouvrez votre téloche, vous tombez sur BFM TV, sur LCI, sur toutes les chaînes télévisuelles où il y a des oiseaux qui s'expriment sur des choses qu'ils ne connaissent pas, comme la Palestine par exemple. Et voilà, et vous êtes... vous pouvez pas supporter, si vous avez quelques informations comme celles qu'on vous donne ici, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Vous avez des envies de les malmener, mais alors d'une manière, voilà, ça vous pousse au cul quand même quelque chose de terrifiant, quoi. Et nous, donc, ça fait 3 samedis qu'on fait les manifs en soutien au peuple palestinien et pour demander un cessez-le-feu. Et on doit dire que c'est des manifs qui sont hyper chaleureuses. Il y a vraiment, ça fait chaud au cœur. On voit des enfants qui sont avec des drapeaux palestiniens. Il y a des familles. Il y a vraiment une société là civile qui est vraiment extraordinaire. Toi, tu disais qu'en Angleterre, il y avait eu 300 000 personnes qui avaient défilé. Donc en fait, il y a quand même un énorme soutien au peuple palestinien. Oui, mais il y a un soutien populaire européen et même mondial aux États-Unis aussi. Par exemple, dans les universités, ça bouge d'une manière quand même assez importante, au point que le président des États-Unis est obligé de prendre des chemins de traverse pour essayer de regagner un peu de popularité, voilà. Mais bon, seulement les gouvernements, la plupart des gouvernements des pays occidentaux ou pas occidentaux, ils sont toujours en ordre de bataille derrière ces colons israéliens qui commettent des exactions atroces en permanence. Parce qu'effectivement, là on a parlé de Gaza, mais c'est important de parler aussi de la Cisjordanie, où la situation en Cisjordanie est absolument terrible. Il y a de plus en plus d'arrestations sous détention administrative, c'est-à-dire sans dossier derrière. Et là, les prisonniers sont enlevés, torturés, maltraités. Enfin, et les colons peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Certains ont même intégré l'armée de Tsahal. Donc, quand certains colons viennent tirer sur les Palestiniens, l'armée les protège. Ah non, mais ils les ont armés, même les colons. Ils leur ont fourni des armes pour tuer les Palestiniens. Voilà, c'est même pas l'armée, même pas s'en occuper. Ils sont équipés pour le faire.
les colons. Donc là, on a des témoignages aussi qui sont absolument terribles. Donc c'est vrai qu'il ne faut surtout pas oublier la Cisjordanie. Je voulais parler aussi de Greta Thunberg. Moi, j'ai justement cette jeune fille à toute mon admiration parce qu'il y avait une conférence sur le climat et elle a parlé de son soutien au peuple palestinien et a demandé un cessez-le-feu. Et il y a et justement, ça fait divergence au sein du mouvement pour le climat où on lui a reproché de faire de la politique. Et alors moi, je ne comprends pas parce que toutes les luttes sont liées. C'est-à-dire que on est dans l'intersectionnalité. C'est-à-dire que les luttes pour le climat, c'est les mêmes. On est liés par les mêmes choses. Tout ça, c'est pour faire avancer notre société. Tant qu'il y aura des peuples opprimés, de toute façon, c'est pareil. On ne pourra pas avancer sur d'autres. Surtout, ce sont les mêmes qui sont aux manettes et qui nous détruiront de quelque manière que ce soit. Et alors Greta Thunberg a posé avec trois autres jeunes, donc avec des pancartes Free Palestine, je sais plus, enfin il y avait. Et puis il y a une petite peluche en pieuvre qui était sur le côté. Et on lui a reproché d'avoir fait un affichage antisémite en disant que la pieuvre, c'était comme ça qu'on représentait les Juifs dans les années 30. Et elle a répondu que pas du tout, que la pieuvre, c'était aussi un signe entre autistes pour la communication. C'était quelque chose qui appartenait aux autistes. Et comme elle est autiste, voilà. Elle a parfaitement le droit de se faire aider par cette petite pierre. Voilà. Et puis, dernier point, il y a toujours l'appel au boycott. C'est pareil, j'ai entendu une petite conférence là sur le boycott avec Carrefour. On sait que Carrefour finance largement ce qui se passe, l'armée. Ils ont distribué en Israël, ils distribuent des repas à l'armée. Enfin, voilà, donc il y a des appels à boycott sur Carrefour. Il y a d'autres, comme il y a aussi SodaStream, il y a AXA, il y a HP, il y a Puma. Voilà, il faut aller sur le site de BDS pour avoir plusieurs informations. Et que, en fait, au Moyen-Orient, le boycott a de grands résultats parce que il y a toutes les firmes américaines qui sont aussi boycottées, et donc il y a même des supermarchés qui ont été obligés de retirer les produits. Enfin, il y a vraiment une baisse énorme des ventes de ces produits-là, quoi. C'est Sylvain Sipel qui a écrit un livre qui s'appelle L'État d'Israël contre les Juifs, et effectivement on le dit à chaque fois, cette politique israélienne met en danger les Juifs du monde entier. Bien sûr. Voilà. Mais elle met en danger les Juifs et elle met en danger aussi les Arabes, puisque les Arabes sont considérés par le monde entier comme les ennemis des Juifs, alors que c'est pas du tout vrai. On a vu des docs, ce doc sur le Maroc là. Ah, c'était très beau, un film de Simone Bitton, voilà, sur les cimetières juifs entretenus par les Marocains, c'était fabuleux. Les cimetières et les synagogues aussi. Oui, c'était fabuleux. Entretenus par les Marocains, qui les entretenaient déjà quand les Juifs étaient encore là, et puis des Juifs marocains qui viennent en pèlerinage au Maroc pour retrouver les lieux de leur enfance, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même... Pourquoi les Juifs sont partis du Maroc? C'est parce que c'est sous la pression d'Israël, etc., etc. Voilà. Avec la complicité probablement aussi du pouvoir royal marocain, voilà, qui a un pouvoir politique complètement corrompu. Voilà. Bon. Ouais, Ziyara, ça s'appelait effectivement. Voilà, c'est toute ce tour qu'elle nous fait faire de ces lieux saints. Enfin, c'était vraiment un très très beau film. Un très très beau film, ouais. Effectivement, il y a des synagogues qui sont magnifiques, enfin, des synagogues qui datent du XVIIe siècle, du XVIe siècle, ou même avant. Voilà, c'est quand même quelque chose. Eh ben, c'est les Marocains qui les entretiennent. Avec beaucoup d'amour, enfin, vraiment, ils regrettaient vraiment que tous les Juifs soient partis, parce qu'il y avait vraiment une très très bonne entente, quoi. Oui, les communautés, c'était vraiment, se côtoyaient sans problème, quoi, voilà. Alors qu'on nous raconte pas de salade, hein, c'est la politique qui divise les hommes, c'est pas les hommes qui naturellement vont se taper sur la gueule. Et là, c'est pareil, quand on parle justement des Palestiniens, en fait, les Palestiniens, leur seule demande, c'est l'autodétermination de leur peuple, c'est de pouvoir vivre sur leur terre. Ils réclament pas plus que leur terre, c'est-à-dire que ils ont la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, et en fait, ils ne demandent pas du tout à avoir une grande Palestine. Enfin, alors qu'ils devraient. Voilà, donc en fait, c'est ça, et qu'on ne raconte pas aussi, là aussi n'importe quoi là-dessus, quoi. Simplement, ils demandent d'avoir les mêmes droits que les Israéliens et de pouvoir vivre sur leur terre. Oui, parce que si vous voulez, il faudrait virer de notre langage commun. Enfin, il faudrait virer Israël, le pays israélien. C'est pas un pays, c'est une colonie. Voilà. Il y a plein de mots comme ça
qu'on emploie par habitude, mais qui ne veulent rien dire du tout, mais qui, par contre, sont une espèce de laisser-faire pour les colons israéliens. Voilà. Alors c'est leur pays, c'est leur nation, c'est le peuple israélien. Mais non, il n'y a pas de peuple israélien, il n'y a pas de nation israélienne, il n'y a pas de... C'est une colonie européenne implantée au Moyen-Orient. Voilà, c'est tout. Si vous regardez l'histoire, la vraie histoire de la colonisation de la Palestine, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment un pays, comment dirais-je, Israël, c'est une colonie. Voilà. En tout cas, c'est pas une démocratie et leur armée est loin d'être la plus morale du monde. Oui, donc, leur armée, leur politique, leur police, tout,